Pour la plupart des gens, le poker évoque un jeu simple et divertissant, idéal pour une soirée détendue entre amis. A l'inverse, si on vous proposait une soirée échec, vous vous prépareriez probablement à une soirée intense de réflexion, de concentration pure. Mais quand on évoque le poker, la difficulté n'est généralement pas la première chose à laquelle on pense. Ce qui vient en tête, c'est un jeu détente, avec un petit peu de fourberie, mais surtout très convivial. Et pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache un monde d'une complexité étonnante. Le poker possède une richesse stratégique qui rivalise aisément avec celle des échecs ou du go. Et c'est précisément ce qui rend selon moi le poker si passionnant. C'est un jeu accessible à tous, amusant, mais qui renferme une profondeur stratégique incroyable. Et au cœur de cette profondeur existe une stratégie ultime. Une approche mathématiquement optimale, fascinante et imbattable, la stratégie GTO. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger avec moi dans cet univers passionnant qu'est la théorie des jeux pour comprendre ce qui rend cette stratégie si unique. C'est parti. La théorie des jeux, c'est une branche moderne des mathématiques qui émerge aux alentours des années 40. Et assez vite, elle devient un outil extrêmement utile pour comprendre comment des individus prennent des décisions quand leurs choix s'influencent mutuellement. L'idée de base est tout simple. Dans ce domaine, un jeu, c'est la modélisation d'une situation réelle où plusieurs personnes interagissent et prennent des décisions stratégiques. Comme par exemple s'envoyer des formes géométriques. Oui, je crois que j'avais pas trop d'inspiration pour cette animation. Mais en réalité, on peut modéliser énormément de situations. Une enchère, une rivalité commerciale, un conflit militaire, ou même une interaction entre un prédateur et une proie. Dès qu'il y a plusieurs acteurs, des choix possibles et que les décisions des uns influencent les résultats des autres, on peut analyser la situation dans ce cadre. Et quand on parle théorie des jeux, impossible de ne pas mentionner John Nash. Son apport est tellement majeur qu'il a obtenu le prix Nobel d'économie pour ses travaux. Il est notamment l'inventeur du concept d'équilibre de Nash. Un équilibre de Nash, c'est une situation où chaque joueur choisit la meilleure réponse possible aux stratégies adverses. Et ainsi, aucun joueur ne peut profitablement dévier de sa stratégie. Si tout le monde joue comme ça, on obtient une forme de stabilité, un point d'équilibre. Et devinez quoi? Au poker, la fameuse stratégie GTO, pour Game Theory Optimal, c'est tout simplement l'équilibre de Nash du jeu. Pour bien illustrer ce concept, voyons d'abord ensemble quelques exemples simples et on passera ensuite à l'immense complexité qui est un équilibre de Nash au No Limit Hold'em. C'est parti. Commençons par l'exemple le plus connu de la théorie des jeux, le dilemme du prisonnier. À la base, il sert à comprendre un conflit très humain, suivre son intérêt personnel ou faire ce qui est moralement le plus correct. Imaginez deux suspects arrêtés pour un crime grave. Les deux se sont mis d'accord avant, on garde le silence. Une fois dans deux cellules séparées, la police leur propose exactement le même deal à chacun. Si tu dénonces ton acolyte et que lui se tait, tu sors libre et lui prendra 5 ans. Si vous vous dénoncez tous les deux, vous prendrez 3 ans chacun. Et enfin, si vous restez tous les deux silencieux, ce sera 1 an chacun. Et c'est là que le fameux dilemme apparaît. Est-ce que je trahis pour sauver ma peau ou est-ce que je reste loyal en espérant que l'autre fasse pareil? Imaginons dans un premier temps que les deux prisonniers tiennent leur parole et coopèrent en gardant le silence. Ils prennent 1 an chacun, c'est correct. Mais est-ce l'équilibre de Nash? Rappelez-vous qu'à l'équilibre de Nash, aucun des deux joueurs ne peut changer sa stratégie de manière profitable. Or ici, si notre premier prisonnier dénonce son compère, il s'en sortira sans aucune condamnation. Il aurait donc intérêt à changer sa stratégie pour dénoncer. Mais dans ce cas-là, le second prisonnier aurait également intérêt à dénoncer. Ce qui nous amène à l'équilibre de nage du jeu, ne pas coopérer et dénoncer son partenaire. Une fois dans cette configuration, plus aucun des deux prisonniers n'a un intérêt à changer sa stratégie. Ce petit jeu vous paraît simplissime, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'il a fait couler des litres et des litres d'encre, à tel point qu'encore aujourd'hui, des dizaines de papiers scientifiques sont écrits chaque année sur le sujet. Une question intéressante est de se demander quelle serait la stratégie optimale si le jeu ne consistait pas en une seule décision, mais plutôt une répétition du jeu contre le même adversaire. Ce jeu est appelé le dilemme itératif du prisonnier. On peut alors imaginer divers agents ayant chacun une stratégie spécifique, jouer les uns contre les autres et observer les résultats. Par exemple, notre premier agent, appelons-le Monsieur Sympa, a comme stratégie de toujours coopérer. Que se passe-t-il si Monsieur Sympa joue contre lui-même sur 5 itérations? Première itération, les deux agents coopèrent. 1 an de prison. Et ainsi de suite pour un score total de 5 ans de prison. Plutôt un très bon score. Rappelez-vous que dans le jeu, le score indique les années de prison, donc il faut un score minimal. Maintenant, que se passe-t-il si Monsieur Sympa joue contre Monsieur Parano, un agent qui trahit absolument tout le temps car il n'a confiance en personne?
25 ans de prison pour Monsieur Sympa qui paye un peu pour sa naïveté. Et Monsieur Parano ne mettra pas les pieds en prison. Sa stratégie semble bien meilleure. Mais qu'en est-il s'il joue contre lui-même? Les deux agents vont se trahir mutuellement à chaque round pour se retrouver avec 15 ans respectivement. C'est pas top comme score. Et vous, quelle serait votre stratégie? En 1980, Robert Axelrod, professeur à l'université du Michigan, a organisé un tournoi sur jeux. Il a demandé à plusieurs spécialistes de la théorie des jeux de lui fournir leur agent, sous forme de petits codes informatiques. Les différents agents allaient ensuite jouer les uns contre les autres de manière répétée. 15 agents se sont alors affrontés un à un sur 200 tours. Les stratégies étaient plus ou moins complexes. Des agents parfois vicieux qui coopèrent la plupart du temps mais font un petit coup de Trafalgar de temps en temps en trahissant l'air de rien. Des agents plus ou moins rancuniers qui pardonnent les trahisons ou pas. Et à la grande surprise générale, l'agent qui a obtenu le meilleur score est celui qui était le plus simple de tous. 4 petites lignes de code pour cet agent nommé Tit for Tat. Sa stratégie était la suivante. Au premier tour, je coopère. Pour tous les tours suivants, je copie la stratégie adverse du tour précédent. Donc si l'agent a coopéré au tour d'avant, je coopère, mais s'il m'a trahi, je le trahis à mon tour. Ainsi, cet agent a obtenu de très bons scores contre les agents coopératifs, sans pour autant se laisser marcher sur les pieds par les agents les plus sournois. Et mine de rien, le succès de cette stratégie minimaliste est passionnant, car elle met en lumière des dynamiques que l'on retrouve partout dans le monde réel. Voici un monde, totalement imaginaire, je le précise, dans lequel différentes puissances économiques ont des accords de taxes douanières, disons 10% pour tout le monde. Mais soudain, l'un des dirigeants, appelons-le Donald, a une fulgurance. Et si je taxais tout le monde à 50% plutôt que 10? Mes exportations restent à 10%, je suis gagnant et j'entube tout le monde. Le problème avec cette stratégie, c'est que les puissances adverses ne vont probablement pas se laisser faire aussi facilement. Et tandis qu'elles vont continuer à coopérer entre elles ne vont plus le faire avec Donald, ce qui est totalement à son désavantage. Ainsi, la théorie des jeux permet non seulement de modéliser des petits jeux tels que le dilemme du prisonnier, mais également des interactions dans la vie réelle, des sports, ou bien votre jeu de cartes préféré. Le dilemme des prisonniers est un jeu où la coopération est possible. Et dans ce genre de contexte, l'équilibre de Nash n'est pas toujours très séduisant. Il peut même mener à des situations où personne n'est vraiment content. Mais dès qu'on passe à des jeux non coopératifs, et surtout à deux joueurs et à somme nulle, l'équilibre de Nash devient beaucoup plus pertinent. C'est véritablement la stratégie optimale. Pour bien voir la différence, je vous propose maintenant un autre petit jeu, le jeu du marchand de glace. Imaginez une grande plage, on va dire que c'est du sable noir, il faut beaucoup d'imagination dans cette vidéo, avec des vacanciers partout. Deux marchands de glace s'y installent, chacun d'un côté, pour se partager la plage. Les clients, de manière logique, vont simplement vers le marchand le plus proche. C'est un jeu à somme nulle, donc pour simplifier le scoring, plutôt que d'avoir le nombre de clients, on peut comptabiliser simplement la différence de clients entre les deux marchands. Et dans cette configuration initiale, nous ne sommes clairement pas à l'équilibre de Nash. En effet, le marchand rouge peut se déplacer pour gratter plus de clients. Il gagne alors 30 clients d'avance. Mais le marchand bleu peut bouger à son tour pour récupérer du terrain. Dans ce jeu, l'équilibre de Nash est en réalité très simple. Les deux marchands doivent être placés exactement au centre de la plage. Dans cette position, aucun n'a intérêt à bouger. Toute déviation serait immédiatement punie par une perte de clients au profit de l'adversaire. Et c'est là qu'on voit un point clé des jeux à deux joueurs symétriques et à somme nulle. La stratégie à l'équilibre de Nash est imbattable. Si vous la suivez, vous êtes sûr de faire au moins aussi bien que votre adversaire. Cette stratégie devient alors la référence, et tout écart devient une erreur. Par exemple, si le marchand bleu se décale un peu, le rouge gagne instantanément 5 clients. Plus la stratégie du bleu s'éloigne de la stratégie optimale, la stratégie GTO pour Game Theory Optimale, plus son erreur est grande, et plus son adversaire en profite sans même dévier de la stratégie GTO. Il peut cependant en dévier pour profiter encore plus de l'erreur adverse. On dit qu'il exploite son adversaire. On reparlera de cette notion d'exploitation un peu plus tard car elle est absolument centrale au poker. Le jeu du marchand de glace est très pratique pour illustrer les dynamiques d'un jeu à somme nulle, mais il a une limite. Il ne fait intervenir que des stratégies pures, c'est-à-dire des actions répétées toujours à 100%. Or, dans les jeux à information imparfaite dont fait partie le poker, jouer toujours la même action est fréquemment sous-optimal. C'est pourquoi on doit parfois utiliser des stratégies mixtes, qui consistent à varier ses actions. Illustrons ce concept avec mon sport préféré, le basket. Le basket peut être considéré comme un jeu à somme nulle et se prête très bien à une modélisation en théorie des jeux. Dans ce cadre, il existe forcément une stratégie à l'équilibre de Nash, c'est-à-dire une façon optimale de jouer.
Prenons notre joueur en attaque. Il peut foncer vers le panier et si ce move réussit 60% du temps et rapporte 2 points, son espérance de points, EV en anglais pour Expected Value, est de 1,2. Mais est-ce qu'on serait vraiment l'équipe de Nash? C'est peu probable. La défense pourrait très facilement s'adapter et réduire fortement son EV. Il pourrait aussi choisir de tirer à 3 points 100% du temps ou de faire systématiquement une passe. Mais là encore, une stratégie douée à 100% est trop facile à contrer. La meilleure approche est presque forcément une stratégie mixte, un mélange de plusieurs actions. Mais attention, mixer, c'est pas faire n'importe quoi au hasard. Parmi toutes les actions possibles, beaucoup sont clairement sous-optimales. Reculer en arrière, tenter une passe impossible, ces actions ne doivent jamais entrer dans le mix. Et au passage, notre situation est simplifiée. En réalité, il existe bien plus que 3 actions réellement viables. D'ailleurs, au fil des années, les coachs et tacticiens du basket enrichissent constamment le jeu au point que le terrain se transforme en un gigantesque échiquier. Par exemple, un coéquipier peut venir poser un écran pour gêner un défenseur et créer un décalage, ce qui offre une multitude de nouvelles options à l'attaquant. Pick and roll, pick and pop, flare screen, etc. La vraie question devient alors comment choisir les fréquences de chaque action. On pourrait croire qu'il suffit de mixer un tiers et un tiers et un tiers, mais ce serait une erreur. Il y a forcément une action qui aura une EV légèrement supérieure aux autres. Et si une action est meilleure, vous devriez la jouer plus souvent, ce qui signifie que nous ne sommes pas à l'équilibre de Nash. À l'équilibre, si un joueur a des actions mixées, alors toutes les actions du mix doivent avoir exactement la même EV. Toute la difficulté consiste donc à trouver les actions qui font partie du mix, ainsi que leur fréquence parfaite pour avoir une égalité de V. Et cette notion de stratégie mixte nous amène à une question logique. Comment déterminer l'équilibre de nage d'une situation? Dans la majorité des cas, on ne peut pas simplement le calculer à la main. L'équilibre doit être approximé grâce à des algorithmes spécialisés. Pour les jeux à information imparfaite, l'algorithme le plus utilisé s'appelle CFR, pour Counterfactual Regret Minimization. Pour comprendre comment il fonctionne, résolvons ensemble un jeu très simple, pierre-feuille-ciseaux. Je vais juste y ajouter une petite variante. Ciseaux compte double. Si vous gagnez ou perdez avec ciseaux, c'est 2 fois plus de points. Quelle serait votre stratégie dans ce cas? De notre côté, on va démarrer avec une stratégie simple. Chaque joueur mélange ses actions un tiers, un tiers et un tiers. L'algorithme CFR repose sur un principe fondamental, minimiser les regrets. Par exemple, je joue ciseaux et mon adversaire joue feuille. Avec la règle du compte double, je gagne donc 2 points. Je ne regrette pas d'avoir joué autre chose. En revanche, mon adversaire regrette fortement de ne pas avoir joué pierre. Il aurait gagné 2 au lieu de perdre 2, soit un regret de 4. À chaque tour, chaque joueur met à jour sa stratégie en fonction du cumul de ses regrets. Les regrets négatifs sont ramenés à zéro, puis on normalise le tout pour obtenir une nouvelle stratégie. Et on répète ce processus des milliers de fois. Accélérons un peu. Après 20 000 itérations, en moyennant toutes les stratégies, on obtient une approximation de l'équilibre de nage du jeu. Le véritable équilibre est 40% pierre, 40% feuille et 20% ciseaux. On a donc obtenu une approximation plutôt bonne. C'est avec des variantes de cet algorithme que l'on peut approximer la fameuse stratégie imbattable au poker, la stratégie GTO. Concernant pierre-feuille-ciseaux, la stratégie GTO, ou autrement dit la stratégie à l'équilibre de Nash, est plutôt facile à déterminer parce que le jeu est extrêmement simple. Les deux joueurs prennent leurs décisions simultanément, mais si on représente le jeu sous forme d'arbre séquentiel, on obtient une structure minuscule. Avec ma petite variante où ciseaux compte double, l'équilibre est simplement 40% pierre, 40% feuille et 20% ciseaux, ce qui représente la stratégie des deux joueurs. Le problème du poker, c'est que son arbre de décision n'a rien à voir. Il est immensément plus vaste. On peut commencer avec des milliers de profondeurs de tapis différentes. Chacun peut recevoir l'une des 1326 mains de départ possibles, et rien qu'avant la première action, l'arbre contient déjà des milliards de branches. Ensuite s'ajoute le système de mise, les cartes du bord, les séquences de décision. En 2013, des chercheurs ont tenté d'estimer la taille totale de l'arbre de décision d'une partie de poker. Pour donner un ordre de grandeur, l'arbre de décision aux échecs contient environ 10 puissance 47 états possibles. Les scientifiques estiment que l'univers observable contient environ 10 puissance 80 atomes. Et pour le No Limit Hold'em, ces chercheurs ont obtenu le résultat suivant: 6 puissance 164 états de jeu. C'est absolument gigantesque. Et c'est ce qui explique la profondeur stratégique incroyable du poker. Plongeons-nous enfin dans cet océan stratégique. Voici une situation de poker à deux joueurs. Pour simplifier, imaginons que l'on ne puisse recevoir que 4 mains. Paire d'as, paire de roi, paire de 3 ou paire de 2. De son côté, notre adversaire, appelons-le Patrick, ne peut recevoir que l'une de ces 4 mains. Paire de 10, paire de 9, paire de 8 ou paire de 7. Nous sommes directement à la rivière sur un bord de dame de cœur, valet de carreau, 5 de trèfle, 4 de cœur et 4 de pique.
Le pot fait 100 jetons et nous avons tous les deux 50 jetons derrière. Patrick a déjà checké. Nous avons donc le choix entre checker et ainsi aller au showdown, c'est-à-dire montrer nos mains et voir qui a gagné, ou alors faire tapis. Et si nous faisons tapis, Patrick pourra soit payer, soit se coucher. Oubliez tous vos préjugés sur comment bien jouer au poker. Savoir lire le visage de l'adversaire ou faire sa meilleure poker face, tout cela c'est secondaire. Le plus important, ce sont les décisions stratégiques que vous allez faire. Enlevons donc nos lunettes de soleil et parlons stratégie. Ici, nos décisions avec chacune de nos mains peuvent être pures, tout miser ou tout checker, ou bien mixte, c'est-à-dire jouer certaines actions avec certaines fréquences. Patrick, pour chacune de ses mains, peut également mixer ses stratégies. Prenons dans un premier temps un exemple très simple. Nous checkons 100% du temps avec toutes nos mains. Et Patrick, lui, décide que s'il fait face à un tapis, il payera toujours avec toutes ses mains. Calculons l'espérance en jetons, levés de chacun. Notez que paire d'as et paire de roi gagnent toujours sur ce board. Peu importe si notre adversaire a paire de 10 ou paire de 7, paire d'as et paire de roi vont toujours gagner. Donc si on check avec ses mains, on gagne automatiquement les 100 jetons du pot. A l'inverse, paire de 3 et paire de 2 perdent toujours. Donc Patrick gagne le pot quand nous checkons avec ses mains. Le calcul de V nous indique donc que nous avons 50 jetons de V et Patrick a également 50 de V. Considérez ce jeu dans le cadre de la théorie des jeux. Peut-on améliorer notre V en modifiant notre stratégie? Et la réponse est oui. Si nous misons avec nos mains fortes, étant donné que la stratégie de Patrick est de toujours payer, nous pouvons gagner 150 jetons, les 100 du pot plus les 50 de l'adversaire, au lieu de 100. Avec cette nouvelle stratégie, notre EV passe alors à 75. Mais Patrick peut répliquer en se couchant systématiquement. Et nous pourrions alors bluffer systématiquement quand nous avons des mains faibles, 3-3 et 2-2. Pour trouver l'équilibre de nage de cette situation, on pourrait utiliser un solver. Les solvers sont des logiciels qui, grâce à des algorithmes généralement de type CFR, permettent d'approximer et de visualiser des équilibres de nage au poker. Mais ici, notre situation est en réalité tellement simplifiée qu'on peut le résoudre à la main, et notamment avec une petite astuce. On sait qu'à l'équilibre, lorsqu'on mixe une action, toutes les options doivent avoir la même EV. C'est cette propriété qui nous permet de calculer précisément la stratégie optimale. Et voici donc l'équilibre de nage de cette situation de poker. On doit toujours miser avec nos mains fortes, paire d'as et paire de roi. Et on doit miser une fois sur trois avec nos mains faibles. Patrick, de son côté, doit payer deux fois sur trois lorsqu'on mise. Avec ces stratégies, notre V est de 67 jetons. Analysons un peu mieux la particularité de ces fréquences. Quand on fait tapis, Patrick doit mettre 50 jetons pour gagner le pot plus notre mise, soit 150. Et il se trouve qu'avec ces fréquences GTO, nous avons exactement 3 fois plus de mains fortes que de bluffs. Et quand nous bluffons, c'est-à-dire quand nous misons avec une main faible en espérant voler le pot, nous risquons 50 pour tenter de gagner un pot de 100. Et Patrick doit payer 2 fois plus souvent qu'il ne doit se coucher. Cette relation entre les fréquences GTO et les codes du pot n'est pas un hasard. C'est tout simplement l'une des clés de la stratégie au poker. À ce stade, vous pourriez vous dire que finalement, jouer GTO au poker, c'est facile. Il suffit de faire quelques calculs de tête et le tour est joué. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La situation qu'on vient d'étudier est ultra simplifiée. Dans une vraie main de poker, tout devient beaucoup plus complexe. Je vous propose donc d'explorer ensemble l'une des milliards de branches du jeu pour voir à quoi ressemble réellement une stratégie GTO et comment un très bon joueur peut essayer de s'en approcher. La main commence avec 3 joueurs, mais le joueur au bouton se couche. Nous sommes dans la peau d'un joueur professionnel et nous sommes en petite blinde. Patrick, notre adversaire, est en grosse blinde. Chaque joueur a un tapis de 2500 jetons, soit 25 blindes. Nous recevons 9 de cœur et 7 de pique. À ce stade, les deux joueurs peuvent avoir n'importe laquelle des 1326 mains pré-flop. Les stratégies qui vont suivre ont été calculées grâce à l'aide d'un solver. Voyons comment nous devrions jouer chacune de nos mains d'après la GTO. Et dès cette toute première décision, il est évident qu'aucun humain ne peut jouer parfaitement GTO. Concernant ces toutes premières décisions, les bons joueurs de poker se construisent des tableaux, appelés tableaux de range, à apprendre par cœur. Cependant, comme les stratégies diffèrent en fonction du stack de départ, de la position, des actions adverses, cela représente des centaines et des centaines de tableaux à connaître. Ces tableaux sont généralement proches de la stratégie GTO, mais plus ou moins simplifiés. Normalement, avec 9 et 7, nous devrions relancer à 250 environ 60% du temps et payer la grosse blinde environ 40% du temps. Mais notre tableau simplifié appris par cœur pourrait plutôt ressembler à cela, ou encore plus simple à celui-ci. Nous relançons donc à 250. Voici comment Patrick devrait jouer ses mains. Il paye notre mise sans que l'on sache ce qu'il a pour le moment. Le flop apparaît. Roi de cœur, 8 de pique et 4 de cœur. Si pré-flop il était possible de connaître par cœur les stratégies, dès le flop cela devient totalement impossible tellement l'arbre est grand. Il va donc falloir analyser la situation pour prendre une décision. La grosse difficulté est d'avoir en tête une bonne représentation de la range des deux joueurs.
Faisons un petit aparté pour clarifier ce concept. Au poker, vous allez recevoir une main de départ, par exemple 9 et 7, suite à quoi vous allez prendre une décision, comme relancer à 2,5. Mais dans des mondes parallèles, vous auriez tout aussi bien pu recevoir d'autres mains et effectuer cette exacte même relance. Une range désigne l'ensemble des mains possibles d'un joueur dans l'un des nœuds de l'arbre. Elle est généralement représentée via ce tableau de 169 cases. Chaque case représente différentes combinaisons de cartes. La coloration verticale de la case représente la fréquence à laquelle cette main est présente à l'instant T. Les joueurs débutants ont tendance de manière intuitive à ne réfléchir qu'à la main qu'ils ont reçue. C'est une erreur. L'étude de la théorie des jeux montre qu'il faut en réalité élaborer des stratégies en fonction de sa range entière, ce qui est beaucoup plus difficile. Ainsi, une main très faible, comme 9 et 7 sur ce flop, pourra par exemple se jouer beaucoup plus agressivement si elle est entourée de mains fortes, plutôt que si elle est entourée d'autres mains faibles. Pour choisir notre stratégie avec 9 et 7, nous devons donc avoir une représentation mentale des deux ranges afin d'évaluer leur force relative sur ce flop. Faisons cela ensemble en catégorisant les mains en 5 grands ensembles selon leur équité. L'équité d'une main représente sa probabilité de gagner face à l'ensemble de la range adverse en allant au showdown. Les mains les plus fortes ont plus de 80% d'équité. Ce sont ici plutôt des mains avec un roi qui ont touché une grosse paire sur ce flop. Cette catégorie représente plus de 18% de notre range, mais seulement 4% de la range adverse. Nous avons donc plus de mains fortes que lui. Les catégories 2 et 3 sont des mains fortes ou moyennes, et nous avons également un léger avantage sur ces catégories. Enfin, les deux dernières catégories regroupent les mains faibles, voire très faibles comme 9 et 7 ou encore pire 5 et 3. Plus de la moitié des mains de l'adversaire sont dans ces catégories. Nous avons donc plus de mains fortes que l'adversaire et celui-ci possède énormément de mains très faibles. Cette configuration au flop est bien connue des bons joueurs de poker et la stratégie à adopter est assez simple. Miser à très haute fréquence avec une petite mise. Regardons quelle est la stratégie précise proposée par la GTO. 90% de mise, principalement avec des très petits sizings. Le fait d'avoir beaucoup de mains fortes nous permet donc de bluffer profitablement avec notre 9 et 7. Nous misons donc 100, soit 20% du pot. Et Patrick, qui devrait théoriquement payer plus de 70% du temps, nous paye. Un 10 de trèfle apparaît. C'est une carte intéressante car c'est l'une des pires cartes pour notre adversaire. Elle affaiblit une très grosse partie de sa range, notamment des tirages et des petites paires. La situation est cependant très différente de celle du flop, notamment parce que notre adversaire n'a plus autant de mains très faibles. Au flop, la configuration favorisait très peu de checks, environ 10% du temps, et des très petites mises, à hauteur de 20% de la taille du pot. Mais sur cette turn, la composition des ranges encourage davantage de checks, et quand on mise, c'est avec des sizings nettement plus élevés, allant jusqu'à l'overbet, c'est-à-dire des mises supérieures à la taille du pot, ce qui est relativement peu fréquent. On effectue donc un overbet à 900. Et encore une fois, Patrick nous paye. Le 7 de cœur vient clôturer ce board. À ce stade, il devient très difficile, même pour un excellent joueur, d'avoir une représentation mentale très précise des ranges des deux joueurs et de choisir la bonne stratégie. Sur cette rivière, nous avons un désavantage global de range. Cependant, notre range est très polarisé, entre des mains plutôt fortes et des mains plutôt faibles. Il faut donc tout de même miser plutôt à haute fréquence et à tapis. On doit ainsi continuer de miser avec nos mains fortes et choisir les meilleures combinaisons pour bluffer. Or, 9 de cœur et 7 de pique est en réalité l'une des meilleures mains. Le fait d'avoir un cœur en main réduit la probabilité que notre adversaire ait une couleur, en l'empêchant d'avoir certaines combinaisons comme 10 et 9, valet 9 ou 9 et 8 de cœur. De plus, le fait d'avoir un 7 réduit la probabilité que notre adversaire ait une double paire comme roi 7 ou 10 et 7. Ce concept s'appelle le card removal effect ou blocker effect. Au poker, une bonne main à bluffer est une main qui bloque au maximum les bonnes mains adverses et au minimum les mauvaises mains adverses, maximisant ainsi la probabilité que l'adversaire se couche. Nous faisons donc tapis avec 9 et 7 et l'adversaire nous paye avec roi 5 de pique. Nous perdons donc tout notre tapis. Pourtant, nous avons joué parfaitement. Il est important de comprendre que la stratégie GTO ne permet pas de gagner à coup sûr tous les coups, mais elle permet de gagner à coup sûr sur le long terme. Notre adversaire cette fois-ci a gagné car il avait roi 5 en main. Mais dans un monde parallèle, il aurait pu avoir Dame-Valet qui l'aurait joué exactement pareil et il aurait été obligé de se coucher. Notre bluff avec 9 et 7 contre la range adverse aurait fonctionné suffisamment souvent pour gagner de l'argent sur le long terme, ce qui rend notre décision stratégiquement bonne. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand un très bon joueur de poker réfléchit à un coup, il ne passe pas son temps à faire des équations ou des calculs de probabilité dans sa tête. La majorité du temps, il ne manipule mentalement pas des nombres, mais plutôt des quantités et des relations entre les différentes ranges. Les joueurs amateurs ont tendance à ne penser qu'à leurs mains précises et à essayer de deviner exactement celle de l'adversaire. Un très bon joueur, lui, raisonne un range. Ainsi, il doit d'abord être capable d'identifier sa propre range.
c'est-à-dire l'ensemble des mains qu'il aurait joué exactement de la même façon dans cette situation. C'est une compétence métacognitive assez difficile à acquérir. Il faut être capable d'avoir une conscience fine de sa propre stratégie pour estimer le plus précisément possible quelles autres mains auraient suivi la même ligne de jeu. Ensuite, il faut être capable d'estimer la range adverse de la manière la plus fidèle possible. Cette estimation repose principalement sur l'expérience, la connaissance des profils de joueurs et l'observation de leurs tendances. Une fois ces ranges définis, le travail consiste à comprendre quelles sont leurs caractéristiques, leurs forces, leurs faiblesses et la façon dont elles interagissent avec ce board. Et enfin, et c'est probablement la partie la plus exigeante, il faut être capable à partir d'une configuration donnée de range et de divers autres paramètres de construire la stratégie la plus efficace possible pour l'ensemble de sa range. Cette capacité ne s'acquiert pas par hasard. Elle se construit avec beaucoup de travail, notamment une étude stratégique approfondie en dehors des tables et de solides habiletés de logique et de raisonnement. Maintenant qu'on a une idée un peu plus concrète de ce à quoi ressemble la stratégie GTO dans une main de poker et de comment un bon joueur pourrait s'en approcher, une question naturelle arrive. Est-ce vraiment utile de jouer GTO? Ne vaudrait-il mieux pas chercher à exploiter l'adversaire? La notion d'exploitation mériterait une vidéo entière, mais essayons d'y répondre rapidement. Au poker, l'objectif est toujours d'être le plus exploitant possible, mais pour pouvoir exploiter quelqu'un de manière optimale, il faut d'abord connaître la stratégie GTO. Voyons pourquoi en reprenant une dernière fois notre analogie du marchand de glace. Comme vous l'avez vu, le poker est un jeu extrêmement complexe. Les joueurs qui n'ont pas étudié sérieusement la stratégie vont faire beaucoup d'erreurs, et souvent les mêmes. Par exemple, les débutants aiment beaucoup aller voir des flops, puis deviennent très passifs si ce flop ne les aide pas. C'est un peu comme un marchand qui, sur notre grande plage, choisit systématiquement un mauvais emplacement. A-t-on besoin de connaître la stratégie GTO pour exploiter ce genre d'erreur? En réalité, non. Avant les années 2010, quand les solvers n'existaient pas, les bons joueurs avaient déjà repéré ce type de tendance et par simple essai-erreur, ils avaient compris comment exploiter cette erreur. Il faut être agressif pré-flop pour punir la curiosité adverse, puis bluffer relativement souvent au flop avec des petites mises. De manière générale, vous pouvez devenir un joueur de poker tout à fait correct simplement en apprenant quelques stratégies basiques qui punissent les erreurs les plus fréquentes de vos adversaires, et ce sans jamais étudier la GTO. C'est d'ailleurs la première étape que je recommande à toute personne qui commence à étudier la stratégie au poker. Il faut apprendre tout un tas de petites stratégies de base qui sont parfaitement ciblées sur les erreurs adverses les plus communes. Mais si vous arrêtez là, vous allez vite plafonner. Parce que si certaines situations reviennent souvent et permettent, avec de l'expérience, de comprendre comment exploiter, en réalité, la majorité des situations de poker sont totalement uniques. C'est un peu comme si la plage de notre jeu était gigantesque. Si vous ne savez pas exactement où se situe le centre, alors, même en voyant exactement l'emplacement de votre concurrent, vous ne pouvez pas deviner où vous positionnez pour l'exploiter. Et c'est exactement ce qu'il se passe au poker. Pour exploiter de manière optimale quelqu'un, il faut être capable d'estimer ce que serait la stratégie GTO. C'est seulement en sachant où se situe la stratégie GTO qu'on peut comprendre l'erreur adverse et comment en profiter. C'est pour cette raison que depuis les années 2010, avec l'arrivée des solvers, le niveau stratégique a littéralement explosé. Pour faire partie des meilleurs, il est aujourd'hui indispensable d'étudier en profondeur la stratégie GTO. Non pas pour essayer de jouer GTO à tout prix, mais pour exploiter les autres beaucoup plus efficacement. On arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade avec moi dans l'univers passionnant de la théorie des jeux et du poker. Le poker, c'est avant tout un jeu fun auquel on peut jouer entre amis et sans se prendre la tête. Mais j'espère vous avoir montré que c'est également un jeu stratégiquement riche, profond et intellectuellement passionnant. Par contre, je tiens également à faire passer un message important. Les jeux d'argent ne sont pas anodins. Aujourd'hui, la science est très claire à ce sujet. L'addiction aux jeux d'argent est une maladie avec des mécanismes très similaires à ceux que l'on retrouve dans des addictions par exemple aux drogues. Ce n'est ni une question de volonté ni de discipline, c'est un problème réel qui peut toucher n'importe qui. Si vous avez le sentiment que votre rapport au jeu ou celui d'un de vos proches est problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Sur cette chaîne, mon objectif sera toujours de partager ma passion pour la partie stratégique de ce jeu tout en ayant une approche lucide et responsable. Et d'ailleurs, que vous soyez débutant ou expert, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre Discord dont l'objectif est de former une petite communauté autour de la stratégie au poker. À bientôt!